La France compte près de 3 millions d'étudiants. 56% d'entre eux avouent ne pas manger à leur faim. L'État a débloqué une enveloppe de 10 millions d'euros pour aider les associations de distribution d'aide alimentaire aux étudiants, ce qui devrait financer à peu près 300 000 colis alimentaires par semaine. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. C'est votre mission, aider les étudiants aujourd'hui. D'abord, Benjamin Floïc, vous êtes fondateur de COP1, c'est une association étudiante pour et par les étudiants qui a été créée il y a 2 ans et qui est devenue la 3e plus grosse association étudiante de France. Et puis Florian Ripert, bonjour, merci d'être avec nous. Votre asso, vous l'avez créé il y a 1 an, on va en parler avec 3 meilleurs amis d'enfance. Vous faites le lien entre des étudiants qui ont besoin d'aide pour notamment s'alimenter et les particuliers. L'hiver arrive, vous êtes particulièrement inquiet? Bien sûr. En fait, la situation, nous, entre la situation de juin 2022, donc il y a quelques mois, et actuellement, on a augmenté de 93% nos dispositifs d'aide, le nombre de colis alimentaires qu'on distribue chaque semaine. Actuellement, on aide entre 1300 et 1500 étudiants chaque semaine à Paris, à Marseille, à Angers, bientôt à Montpellier, dans toutes les villes dans lesquelles on est présent. Rien que pour vous donner une estimation, demain, on fait une distribution sur la place du Louvre et on va aider 1300 personnes sur la journée, parce que les besoins ils sont considérables et on est très inquiet, surtout pour la suite. En fait, l'hiver, va y avoir l'explosion des factures de chauffage, l'explosion des factures d'électricité. Et ça va concerner en premier lieu les étudiants, parce que les étudiants, c'est les premiers concernés, parce qu'ils sont dépendants à la fois de leur budget personnel et du budget de leurs parents. Et les factures d'électricité, les factures de gaz, ça touche en premier lieu les parents. Et du coup, ça se reporte sur les étudiants qui vont avoir des coupes énormes dans leur budget. Vos distributions d'aide alimentaire, vous les faites dans des bâtiments publics. On vous a demandé s'il y a une coupure d'électricité, est-ce que vous fonctionneriez encore? Alors ça, on va être dépendant de ce qui va se passer. Nous, on s'adapte, on s'adaptera tout le temps. C'est que depuis le début, à la base, on était 6 étudiants, maintenant on est 700 bénévoles. Ce qui nous caractérise aussi, c'est notre capacité à s'adapter. Donc, s'il y a des coupures d'électricité, on ne distribuera pas de produits frais parce que ça rompra la chaîne du froid, mais on continuera quand même à faire des distributions pour aider un maximum de monde. Parce que si on en est rendu dans un pays à avoir des coupures de courant dans des bâtiments publics, dans tous les bâtiments d'un secteur d'une ville, c'est quand même qu'il y a, par extension, des niveaux de précarité qui vont exploser. Et si l'État est plus capable de gérer l'électricité, la production d'électricité dans des bâtiments publics, il va falloir derrière que des associations prennent le relais, s'organisent pour lutter contre la précarité. Alors, Florian Ripert, votre association, elle s'appelle, je ne les ai pas nommées, COP1 pour vous, et et StudHelp, on est un peu plus dans l'anglicisme avec vous. Au départ, c'est l'idée de 3 copains, c'est un peu votre credo. Exactement. Et en 24 heures, ça a explosé, vous nous expliquez? C'est ça. En fait, on a tout simplement créé des comptes sur les réseaux sociaux dans un premier temps, sur Instagram et Twitter, où le but, c'était vraiment de relayer les initiatives solidaires des restaurateurs, les repas du Crous à 1 euro, les distributions alimentaires qui étaient faites aussi par les associations comme Copain. Et très rapidement, en fait, on a eu beaucoup de demandes d'étudiants, mais aussi de particuliers qui nous disaient concrètement, si je veux aider un étudiant sur le terrain, comment faire? On n'avait pas du tout réfléchi à un modèle associatif et on a dit on va créer un modèle simple qui sera de mettre en relation ces étudiants qui sont dans le besoin avec des particuliers qui vont leur faire des courses. Au démarrage, c'était un projet qui devait être en local, du coup uniquement en région parisienne, sauf que très rapidement, en 24 heures, en fait, on a reçu des demandes d'étudiants et étudiantes qui venaient de Marseille, de Lille, de Lyon, du Toulouse. Donc ça a été un petit peu la panique au démarrage parce que ce n'était pas le projet initial, mais aujourd'hui, on aide un petit peu plus de 4200 étudiants dans toute la France et on a heureusement l'appui de plus de 3200 donateurs. Donc alors, vous fonctionnez ensemble, vous vous appelez quand il y a des profils qui exactement. C'est l'avantage et on est des associations très solidaires et dès qu'on reçoit des demandes, nous, d'étudiants qui sont en Ile-de-France, on les renvoie directement vers les distributions alimentaires de Copain. Inversement, Copain et Benjamin, du coup, font la même chose et c'est qu'il y a une vraie solidarité et une vraie entraide aussi entre les associations. Je lisais sur votre compte Instagram, on les met à l'antenne et n'hésitez pas à y aller comme ressources si vous en avez besoin et si vous voulez aider, évidemment, puisque cet hiver, on l'a dit, ça va être compliqué pour tout le monde et particulièrement pour les étudiants qui est une population fragile. On le lit dans vos témoignages et notamment, je voyais un étudiant qui disait « ça m'a aidé d'avoir une aide alimentaire, mais aussi d'avoir un accompagnateur », c'est-à-dire que la personne ressource, l'adulte qui a voulu travailler avec lui, a été aussi une aide psychologique. Exactement. C'est le but en fait de StudHelp, c'est vraiment d'aller au-delà d'un simple don alimentaire. C'est vraiment de créer du lien social entre l'étudiant et son donateur, qu'il puisse y avoir une sorte de parrainage et potentiellement aussi de mentorat
Peut-être que le donateur va pouvoir l'aider à refaire son CV, sa lettre de motivation. Ils vont pouvoir se retrouver pour aller faire des courses ensemble. Et le but, c'est aussi potentiellement de pouvoir créer des amitiés. Nous, on a énormément d'étudiants qui souffrent de précarité alimentaire, mais on appelle ça, nous aussi, la précarité psychologique. Des étudiants qui ont envie de discuter. C'est vrai que pendant le confinement, il y a eu les cours qui étaient 100% à distance pour les étudiants. Donc les étudiants avaient aussi envie de rencontrer de nouvelles personnes, de sociabiliser, Oui. pardon. Et je pense que c'est le constat que vous avez fait aussi sur vos Benjamin, c'est un distributions. constat que vous avez fait très vite parce que quand on va sur, je vais les dire les noms comme ça rentre dans l'inconscient collectif d'un copain, vous avez élargi votre offre, vous êtes allé dans des ateliers sportifs, culturels. Nous, l'idée, c'est le cœur de ce qu'on fait, c'est de la distribution alimentaire, parce que c'est la porte d'entrée pour plein d'étudiants qui ont un besoin alimentaire et du coup sollicitent l'association pour ça. Mais un étudiant, quand on est rendu à solliciter une aide alimentaire, c'est un étudiant qui n'a ni pratique culturelle, ni accès à des événements sportifs, ni à des événements culturels, qui n'a globalement pas de loisirs, parce que le budget loisirs, c'est le premier dans lequel on tranche, et ensuite on commence à couper dans les dépenses alimentaires. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va s'organiser pour permettre à ces étudiants-là, qui en ont besoin d'avoir accès à la culture. Donc on organise des sorties culturelles dans Paris, au musée du Louvre, à l'Opéra de Paris, des événements sportifs, on a des cours de sport qu'on organise, on va à des matchs de foot, à des matchs de rugby avec des sorties organisées. Parce que l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une auto-organisation des étudiants par les étudiants pour permettre à tous d'avoir une égalité des chances en quelque sorte. C'est la même chance de réussite, les mêmes chances d'avoir accès à des événements auxquels on n'a pas forcément Parce que ce accès. qu'il faut comprendre, j'en parlais avec une collègue qui me disait, mais est-ce que s'il y a plus d'étudiants dans la précarité, c'est parce qu'il y a plus d'étudiants qui viennent de milieux modestes ou populaires qui accèdent aux grandes études? Et il y a un chiffre que vous donnez, c'est que plus des 2 tiers, c'est ça, plus des 2 tiers des gens que vous aidez ne sont pas des étudiants boursiers, ce n'est pas forcément des gens qui sont extrêmement précaires. Aujourd'hui, ça touche plusieurs couches des étudiants. C'est ça, bien sûr. C'est que, à la fois, cette statistique-là de 73% d'étudiants non boursiers, ça montre que, à la fois, la bourse, c'est un bon filet de sécurité, mais ça montre quand même qu'on a énormément d'étudiants qui sont pauvres, alors qu'ils devraient, s'ils sont pauvres et qu'ils en sont rendus à demander une aide alimentaire, c'est qu'ils devraient pouvoir bénéficier De la bourse. Donc ça montre qu'il y a une sorte De fossé entre la réalité et... Les critères de bourse sont plus modernes, sont plus actuels par rapport à ce qu'ils devraient être. Donc je sais, et on y travaille avec le ministère aussi de l'enseignement supérieur, qu'il y a une réforme des bourses qui est en cours. Et c'est salutaire, c'est nécessaire. Mais d'ici là, il y a des besoins de trouver des solutions. Mais le critère... c'est vraiment important de réformer les bourses parce que c'est ce qui permet de toucher l'ensemble des étudiants et de trouver des solutions. Voilà. Mais d'ici là, on a effectivement des étudiants qui sont de la classe moyenne, qui sont juste au-dessus des critères de bourse, ou alors qu'ils l'étaient il y a 1 an, il y a 2 ans par rapport aux revenus de leurs parents, parce que les revenus de la bourse, c'est complètement lié aux revenus des parents. Et ça, c'est aussi quelque chose à changer, c'est aussi quelque chose à modifier, le fait que on pense toujours les étudiants, alors qu'ils sont majeurs par rapport à leurs parents, et du coup, il n'y a pas d'autonomie des étudiants là-dedans. Il nous reste 1 minute. Je trouve que c'est important que vous nous disiez l'un et l'autre comment on peut vous aider, quel appel vous voulez lancer, qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui nous écoutent ce soir? Nous, on fait des distributions alimentaires, on fait des distributions de vêtements, donc tous les dons vestimentaires, alimentaires, ils peuvent nous être utiles. Tous les dons financiers aussi, c'est que ça coûte très très cher d'organiser des distributions alimentaires, de développer un modèle de distribution et d'en faire 8 par semaine, parce que c'est ça qu'on fait actuellement avec Ouverture à Laval à Montpellier. Et donc, on est preneur de tous ces dons-là. Vous pouvez nous les faire en nous les livrant sur un de nos lieux ou tout simplement en mettant aussi sur le site copain.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi nous aider en mettant à disposition vos compétences. Si vous avez des compétences en psychologie, que vous avez envie d'accompagner des étudiants, sollicitez-nous et on trouvera de quoi vous permettre d'aider. Et d'où c'est très simple, c'est sur notre site internet studhelp.fr. En 3 clics, vous pouvez vous inscrire et aider un étudiant. De la même manière, si vous êtes étudiant dans le besoin, vous pouvez vous inscrire, vous serez mis en relation avec un donateur ou une donatrice. Merci Florian Ripert d'avoir été avec nous, Studhelp, et Benjamin Floïc, fondateur de Copain. Et surtout, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Très belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. à vous. Merci.